vu les images de... C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle et l'excellent et le plus beau, le plus intelligent dans... Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai un vieux prompteur, pardon. Je recommence tout. Je sais pas de qui je parle. Mais qui m'a rajouté cette blague? Alors là, je suis jaloux, hein, parce que moi aussi, je suis excellent. Hein. C'est Pierre. C'est Pierre, me dit-on. J'ai pas du tout accès à votre prompteur. Mais si, vous avez changé mon... Bon, bref, c'est pas grave. Excusez tout. Donc, l'excellent Pierre Jacquemin, le plus beau, le plus intelligent et le plus exceptionnel avec vous, mon cher David Revaud-Dallon. Merci, chère Roselyne, je suis flatté. Nous sommes c'est la fin de la semaine et la fin de la saison. De la saison, donc on est un petit peu fatigué. Donnez-nous vos unes respectives. Alors, pour l'hémicycle, c'est les Jeux avec le feu, ces Jeux olympiques dont tout le monde parle et qui s'ouvrent dans un contexte politique et géopolitique et sécuritaire également très compliqué. Et votre une, et nous, cher joueur, Pierre? On s'interroge sur la gauche. La gauche veut-elle vraiment gouverner? C'est vrai que devant le spectacle assez ahurissant auquel on assiste, on se pose la question si elle veut vraiment le pouvoir. Voilà, et je vais vous montrer une exceptionnellement, celle de Libération cette semaine, enfin aujourd'hui, qui résume tout. Nouveau Front populaire, Matignon pour les nuls. Donc incapable de se mettre d'accord, la gauche, sur le nom d'un Premier ministre. Elle se donne en spectacle, un spectacle qui n'est pas très réjouissant. Vous le partagez aussi cet avis, parce que vous en parlez dans Politis. J'ai souvent défendu la gauche sur ce plateau, vous le savez. Je dois dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle se mette d'accord à créer une nouvelle alliance qui a été le nouveau Front populaire. On ne s'attendait pas à ce qu'elle se mette d'accord sur un programme. On ne s'attendait pas à ce qu'elle se mette d'accord sur des circonscriptions. Mais alors, s'il y a bien une chose sur laquelle on n'imaginait pas que la gauche n'arriverait pas à se mettre d'accord, c'est une fois qu'elle a gagné les élections, c'est bien ce qui s'est passé, puisqu'elle est arrivée en tête des élections législatives, qu'elle échoue sur le nom. D'abord, rien ne dit qu'Emmanuel Macron aurait choisi le candidat qui aurait été le leur, mais surtout, elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nom. Donc c'est vrai que, comme dit Marine Tondelier ce matin sur France 2 dans Les 4 vérités, elle dit que c'est incompréhensible qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, que ce soit Huguette Bello, Laurence Tubiana, à partir du moment où on est d'accord sur le programme. Donc l'enjeu des personnes ne devrait pas être un véritable enjeu. Ah, on va écouter Marine Tondelier et on vous écoute après. Je suis écœurée, j'en ai marre. Je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Chaque heure, chaque minute de ridicule là qu'on offre, franchement, ça les régale. On est en train de fabriquer du vote RN. Et ce ne sera pas la peine de venir me chercher avec ma veste verte là, en 2027 entre les deux tours pour dire au secours, il faut un front républicain. Si on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur, point. On ne peut pas susciter l'espoir et décevoir autant après. Voilà, en colère et lucide. Hein. Très lucide, très juste. Marine Tondelier confirme que, voilà, son émergence dans les dernières semaines comme personnalité politique de talent à gauche, avec à la fois des convictions et une vraie sincérité, une vraie personnalité. Je pense qu'il va falloir suivre. Au-delà de ça, rien à ajouter à ce qu'a dit Pierre, à part peut-être pour compléter un peu de perspective historique. C'est vrai que ça fait 22 ans depuis l'éclatement de la gauche plurielle en 2002 que les différentes composantes de ce camp politique se révèlent incapables de s'entendre, qu'elles sont en proie à des divisions de plus en plus prononcées, à des fractures de plus en plus béantes et ouvertes. Ça a évidemment explosé avec l'élection de François Hollande en 2012 et la montée, l'irrésistible ascension de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait d'accord. C'est vrai que, finalement, il n'y a eu que 2 moments un peu de divine surprise pour les électeurs de gauche, qui était le lancement de la NUPES en 2022 et la récente coalition du Nouveau Front populaire, que personne n'attendait, hein, dans un cas comme dans l'autre. C'est vrai que c'était aussi une coalition purement électorale, visant à surmonter l'obstacle du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui est quand même ravageur pour les camps qui partent divisés. Mais très vite, la division a repris le dessus. Et c'est vrai qu'en réalité, c'est un jeu de dupes, ce à quoi on assiste. On voit que, oui, ils se sont mis d'accord, vous avez raison, très vite sur un programme des circonscriptions, ce qui était totalement inattendu. Mais en réalité, ce qui comptait, c'était les circonscriptions. On voit que le programme ne compte guère au regard de la personnalité. Et on voit que chacun prépare déjà la suite. Jean-Luc Mélenchon, visiblement, et les Insoumis, peut-être que Pierre, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais n'a pas l'intention, semble-t-il, de gouverner avec le Parti socialiste. Il prépare déjà la suite des opérations, et notamment la présidentielle. Quant au Parti socialiste, c'est encore assez flou. On ne sait pas à quoi il joue. Est-ce qu'il joue vraiment le jeu du NFP ou est-ce que
il prépare dans quelques semaines ou dans quelques mois une grande coalition, peut-être avec les macronistes. Ça, c'est pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais avec la guerre d'usure à laquelle se livre Emmanuel Macron, peut-être que ça va être le scénario des prochains mois. En tout cas, c'est véritablement un jeu de dupes entre camarades. Alors, un mot sur donc les socialistes qui ont proposé un nom pour Matignon. C'est Laurence Toubiana, qui était économiste, qui avait été négociatrice pour la COP21 sur le climat à Paris. Qui avait aussi été évoqué comme potentiel ministre d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. Voilà, et les Insoumis, justement, ont répondu, c'est pas sérieux, les macronistes vont rentrer par la fenêtre si c'est elle. On a pu lire hier les insultes qui ont même fusé sur... Twitter, enfin ex-Twitter, X, Sophia Chirikou, donc députée... Chikirou même. Chikirou, ouais, je confonds avec la sorcière du dessin animé. La députée LFI a écrit « Le Hollandis, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps et tu as repris une vie saine à gauche. Mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau et ça sort de partout. Il va falloir recommencer. » Fin de citation. Donc, traiter ses alliés de nuisibles qu'il faut exterminer... là, elle va loin. Oui, bon, écoutez, moi, ça m'intéresse pas des masses. Hein. Moi, je me souviens que Jean-Luc Mélenchon... Non, ça vous intéresse pas des masses? Non, enfin... parce que c'est pas le sujet. Je veux dire, oui, mais dans le contexte actuel, Pierre, j'entends bien, c'est des petites phrases, ce sont des insultes, etc. Mais quand on est censé créer une coalition... Elle n'est pas... Je veux dire, c'est une cadre. C'est une députée de la France Insoumise. C'est pas elle qui est au cœur des négociations. Donc bon, qu'elle fasse... je veux dire, elle se discrédite elle-même vis-à-vis de ses propres troupes. Elle est élue parisienne. Je suis pas sûr que ses électeurs parisiens apprécient beaucoup le langage utilisé. Après, ça reste un langage très mélenchonien. Moi, je me souviens, enfin, je sais pas si c'était il y a très longtemps, mais moi, j'ai cette phrase même toujours marquée quand Jean-Luc Mélenchon disait après la bombache, il restera les cafards et Marie-Noëlle Lienemann. Vous voyez, on était déjà dans une rhétorique très heureuse. Non, franchement, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est est-ce que cette coalition a la vocation à durer ou pas? Et au final, c'est ça qui m'interpelle et qui m'interroge. Mais vous voyez, au final, quand on pose la question dans Politique cette semaine, c'est la gauche veut-elle le pouvoir? Mais même si elle avait, mettons-nous en situation qu'elle avait choisi un premier ministre qu'elle s'était mis d'accord. D'ailleurs, c'est pas encore fini. Hein, ils sont encore en capacité de se mettre d'accord sur un nom. S'ils se mettent d'accord, qu'Emmanuel Macron, en plus, décide de nommer cette personne, elle aura quelle marge de manœuvre, la gauche, pour gouverner? Ils ont beau nous expliquer qu'ils veulent faire le SMIC à 1 600 € à coup de décret, qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils vont pouvoir faire passer très rapidement. Alors, si Emmanuel Macron ne signe pas derrière, si l'Assemblée derrière dit non à tout, met un veto, voire renverse le gouvernement, qu'est-ce que ça va procurer chez l'électorat de la gauche, si ce n'est de la déception? Donc, au-delà de la question de est-ce qu'ils veulent gouverner, c'est la question quelle est la capacité de la gauche aujourd'hui aussi à gouverner? Et qu'est-ce qui nourrit le désespoir? C'est le Rassemblement national. Donc, c'est ça que devrait interroger la gauche. Et je pense que la gauche serait plus inspirée de se dire bon, bah, on n'a pas le pouvoir et personne ne veut nous le donner. On va travailler pendant un an à labourer la France, à aller voir les Français, à aller rencontrer les Français, parce que dans un an, il y a une nouvelle échéance. Et c'est l'extrême droite qui est derrière en embuscade. Hein. Tout à fait d'accord avec vous sur le constat. En fait, en réalité, ces bisbilles, ces disputes entre camarades, même si elles sont très violentes parfois dans leur expression, c'est l'arbre qui cache la forêt de la difficulté à gouverner, parce qu'effectivement, même s'il y a un accord sur un Premier ministre, le gouvernement risque de durer quelques mois, voire quelques semaines, et de tomber sur une motion de censure, ce qui d'ailleurs se pose dans n'importe quelle configuration, même si les macronistes arrivent à conserver Matignon. Ça, c'est la première chose. Donc oui, effectivement, vous avez, et Marine Tondelier avait raison, quand vous expliquez que ce jeu-là ces bisbilles font le jeu du RN. Après, sur la brutalité et la violence, je suis un peu plus sévère que vous. Pourquoi? Parce que en réalité, on voit que c'est bien ce qui mine, c'est la stratégie choisie par Jean-Luc Mélenchon, la radicalité, la brutalité en politique, ce côté robespierriste qui fait sa marque de fabrique, qui a pu le servir dans des campagnes présidentielles avec ce côté très tribunicien, ses qualités d'orateur, etc. Mais en réalité, cette violence institutionnalisée, stratégique, elle mine de l'intérieur la gauche. Et souvenez-vous de ce qu'avait dit Raphaël Glucksmann au lendemain des européennes, en disant oui, on est d'accord pour se rallier à une série de conditions politiques, dont l'abandon de cette brutalisation et de cette violence dans la stratégie politique. Et puis, il faut dire aussi que cette radicalité, pardon, mais quelque part, les mélenchonistes, en tout cas la fraction la plus dure, la phalange mélenchoniste la plus dure, dont fait partie Sophia Chikirou, mais quelques autres, en réalité, on fait des mélenchonistes les idiots utiles du blanchiment, si j'ose dire, du lepénisme. Parce que quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion,
les Le Penistes, les députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale n'ont rien dit en 2 ans. Ils n'ont pas pris position, on les a quasiment pas entendus. Ils ont fait des coups politiques sur l'immigration, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, on l'a vu quand ils ont exposé leur programme économique et leur programme tout court dans ces législatives, ils n'ont convaincu personne. En réalité, ils n'ont rien dit, ils se sont contentés d'engranger, si vous voulez, le rejet de la France insoumise qui a quand même heurté l'opinion. J'en viens à mon dernier point. Quand vous interrogez les Français, qui fait le plus peur aujourd'hui? Ils ont plus peur de la France insoumise que du Rassemblement national. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, avec cette brutalité et cette violence, il y a une vraie responsabilité. Alors demain, les députés vont élire le président de l'Assemblée nationale. Qui peut sortir du chapeau, selon vous? Alors là, vaste question. Il y a beaucoup de combinaisons, mais je vais laisser peut-être Pierre les exposer dans un premier temps. Non, c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup de combinaisons, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui va se jouer demain à l'Assemblée nationale va sans doute guider la suite des événements de Premier ministre. Et il y a une conviction qui est la mienne, je ne sais pas si elle sera vérifiée demain, c'est que tout sera fait pour empêcher la gauche d'accéder au perchoir. Donc la gauche s'est d'ores et déjà mise d'accord sur un nom. Elle ne le divulgue pas à ce stade. Non, je ne sais pas qui c'est. Des spéculations quand même. On a quelques pistes. En tout cas, il y avait 2 favoris à gauche. C'est bon, vous n'êtes pas un politique. Vous pouvez nous le dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais qu'une chose, c'est qu'il y a 2 noms qui ont émergé. En tout cas, vous savez faire mémuse avec mon prompteur. Donc je n'ai pas accès à votre prompteur, Roselyne. Arrêtez de dire des mensonges, de faire la fake news. Écoutez. Il y a 2 noms qui sortent, que ce sont celui de Boris Vallaud, le chef du groupe socialiste, et celui de Cyrielle Châtelain, la patronne des écologistes à l'Assemblée nationale. Mais mon sentiment et ma conviction, c'est que si la gauche ne veut pas apparaître comme étant mise en échec demain, elle pourrait jouer une autre stratégie, parce qu'on sait déjà que la droite et le centre et la Macronie risquent de présenter un candidat commun qui pourrait être Yael Braun-Pivet d'ailleurs, ou une Annie Genevard pour faire un accord avec la droite. Mais pour déjouer ce scénario, la gauche pourrait être tentée de faire un autre choix, qui sera un choix central, qui montrerait qu'elle n'est pas sectaire d'ailleurs et qu'elle défendrait quelqu'un comme Charles Le Courson ou que sais-je. Ça pourrait être une option qui serait en cours de réflexion au sein de le nouveau Front populaire. Pour reciter Marine Tondelier, ce matin, elle dit si vraiment on ne se met pas d'accord et qu'on continue comme ça, on va se retrouver avec Laurent Wauquiez comme président de l'Assemblée nationale. C'est bien vu, et en plus, on a vu qu'il y a un rapport de force, un bras de fer intense dans les 48 dernières heures, où les Insoumis refusaient absolument qu'un socialiste prenne le poste, et les socialistes leur retournaient d'ailleurs le compliment en refusant absolument d'envisager qu'un insoumis prenne le poste. Donc, même si Boris Vallaud présente quand même un bon parcours et des qualités de sérieux, ça pourrait atterrir, si on s'en tient à la gauche, sur une candidate écologiste, en l'occurrence Cyrielle Châtelain, qui permettrait de mettre, sinon tout le monde d'accord, du moins de laisser de côté les principales animosités. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et les Insoumis l'ont dit, ils ont fait une condition sine qua non pour poursuivre les négociations. Les Insoumis ont dit, si on ne se met pas d'accord sur le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, ou en tout cas le candidat ou la candidate au perchoir, il n'y aura pas de négociation pour la suite, c'est-à-dire pour Matignon et pour le gouvernement. Donc c'est aussi d'abord un premier test interne sur la capacité de ce front-là à tenir la route, et on voit que voilà, et c'est quand même la France insoumise a déjà dit que de toute façon elle laissait le postulant des nouveaux Fonds populaires être quelqu'un qui ne soit pas des rangs de la France insoumise. En revanche, pour les socialistes, ça serait compliqué pour eux d'avaler que ce soit alors je pense qu'en revanche, pour les insoumis, ça risque d'être compliqué d'accepter un socialiste. C'était le cas inverse, la France insoumise s'est retirée, donc il y a de grandes chances pour que le nom qui puisse émerger, qui peut faire consensus, soit celui de Cyrielle Châtelain. Mais encore une fois, c'est peut-être pas la bonne stratégie pour la gauche, et c'est à ça qu'elle réfléchit. Est-ce qu'il faut des vice-présidences pour le Rassemblement national? Vraie question. Il y en avait dans la précédente législature. Il y en a eu dans la précédente législature. Est-ce qu'on peut exclure un parti qui a fait plus de 30% aux européennes, plus de 10 millions de voix au premier tour des législatives, qui a 130 députés? C'est une véritable question démocratique. Je pense que dans le système actuel, ça me semble quand même compliqué, puisqu'ils participent aux élections, qu'ils ont des représentants, qu'ils ont des députés, qu'ils ont eu des vice-présidents. Ça me semble compliqué. Après, on peut aussi comprendre l'argumentaire du Front républicain, du nouveau Front populaire, qui explique que il y a eu un Front républicain dans l'entre-deux-tours, il y a eu des désistements pour empêcher précisément que les députés RN accèdent à la majorité absolue et que le RN ait un maximum de députés. Donc on peut aussi envisager que ce Front républicain y persiste en ce qui concerne l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est une vraie question démocratique. Est-ce qu'on peut, on en revient, si on prend un peu de hauteur historique, est-ce qu'il faut, avec les élections qui ont eu lieu depuis un siècle dans tous les pays d'Europe et du monde d'ailleurs, avec l'extrême droite et les populistes et les nationalistes, est-ce qu'on peut
intégrer les ennemis de la démocratie ou les supposés ennemis de la démocratie dans le jeu démocratique. Voilà, c'est un vrai débat. Pierre, là-dessus? La réponse est que les Français ont tranché. Ils ont donné un mandat aux députés qu'ils ont élus, que ce soit droite ou gauche, qui était de faire barrage à l'extrême droite. Donc pas de vice-présidence. Et d'ailleurs, j'entends que dans la Macronie, certains remettent en question la stratégie qui avait été la leur de faire monter à des postes de responsabilité des élus du Rassemblement national. J'ai entendu même le garde des Sceaux dire qu'il n'était pas favorable à voir des députés du Rassemblement national prendre des postes à l'Assemblée nationale. Après, comme vous le soulignez, les macronistes sont divisés. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, c'est plutôt l'aile gauche très anti-RN, mais vous avez aussi toute une fraction qui... Et notamment, on prête à la présidente sortante, Yaël Braun-Pivet, un accord avec les RN, qui avaient d'ailleurs 2 vice-présidences dans la législature précédente et sortante. Merci à vous. C'est donc la dernière émission. On va se retrouver au mois de fin août, début septembre. Hein. N'ayez crainte. Je verrouillerai mon prompteur la prochaine fois. Merci à vous. Bonnes vacances, Politis, donc l'hémicycle, des bonnes lectures d'été. Très bonne. Merci Roselyne et bonnes vacances. Merci à tous. Merci à Flore Simon. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.